Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France. Bonjour Charline Bonnenecker. Bonjour Antoine Decaune et merci de toujours aérer le studio avant qu'on arrive pour les gestes barrières. C'est beau quand on se succède comme ça. Moi, dès que je peux aérer. Qu'est-ce qu'il y a-t-il au menu? C'est le mercredi, donc c'est l'émission pour les pitchouns. C'est par Piclas aujourd'hui. Oui, avec les enfants. Avec la miel de Berre. D'accord, oh génial. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. Le chômage a baissé en France en octobre, selon les statistiques du ministère du Travail aujourd'hui, moins 1,6%, sixième baisse mensuelle consécutive, mais toujours un taux de chômage supérieur à 10% par rapport à la population active. La DARES affirme ne pas constater de forte hausse des entrées à Pôle emploi pour les licenciements économiques et pour cause, il y a toujours un décalage entre l'annonce et la mise en œuvre d'un plan social. Témoin ce qui va se passer pour les salariés d'IBM en France. Le géant américain qui souhaite se consacrer sur l'informatique dématérialisée va se séparer d'environ un quart de ses effectifs en France d'ici 2022, soit, selon les syndicats, entre 1100 et 1300 départs. Pierre Poquet est le délégué central UNSA, premier syndicat chez IBM France, joint par Fabien Cazot. On est un peu habitué à avoir des plans de départ volontaires tous les ans, mais pas à cette ampleur-là. Là, on est quand même sur une personne sur 4 à l'effectif, qui devrait partir. Le volontaire, on n'est pas sûr que ça suffise. Il faut vraiment que la compagnie mette de l'argent sur la table pour faire partir les gens, pour qu'il n'y ait pas de licenciement contraint. Il y a des suppressions d'emplois un peu partout en Europe, à peu près de la même valeur. Et en même temps, il y a la création d'une nouvelle société dans laquelle les services d'infrastructure vont être transférés une fois que ce plan sera fait. Et cette nouvelle société n'aura plus aucun lien avec IBM. Donc on a l'impression qu'on se débarrasse des métiers dont on ne veut plus faire pour se consacrer aux nouveaux métiers qui sont l'intelligence artificielle et le cloud. La mauvaise nouvelle, donc, d'un côté, la restructuration chez Renault de l'autre. Le constructeur automobile va consacrer son site de Flins dans les Yvelines à l'économie circulaire. Comprenez, il arrête l'activité d'assemblage de véhicules neufs dans son usine. Il rapatrie l'usine de recyclage d'organes mécaniques de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Et là-bas, on pourra donc aussi faire du reconditionnement de batteries électriques. À terme, donc, le site de Flins pourrait employer plus de 3000 personnes d'ici 2030. Les syndicats s'interrogent toutefois sur la viabilité du site de Flins si on ne produit plus de voitures, puisque la confection d'Azoé s'arrêtera là-bas en 2024. Sur le front de l'emploi, il y en a aussi qui font grise mine en France aujourd'hui. Les stations de ski, Emmanuel Macron a été clair hier soir, elles ne rouvriront pas pour Noël. C'est l'incompréhension totale, explique le président de l'association des maires des stations de montagne, Luc Bosch. Le chef de l'État a justifié sa décision, lui, pour des raisons sanitaires, mais pas que. Il a parlé de l'harmonisation avec les pays de l'Union européenne, comme l'Autriche. Or, rien n'est moins sûr en Autriche que les stations restent fermées pour les fêtes de fin d'année. Et cela fait débat, Isorias. L'Autriche devrait se déconfiner à partir du 7 décembre, mais on ne connaît pas encore les différentes étapes de ce déconfinement et donc la possible date de réouverture des stations de ski. Mais les professionnels font pression pour pouvoir rouvrir avant Noël, car c'est une période cruciale pour le secteur du ski, qui représente plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 100 000 emplois directs ou indirects en Autriche. Si le gouvernement n'a pas encore dévoilé ses plans, le ministre des Finances, Gernot Blümel, s'est opposé hier à l'idée d'une fermeture coordonnée au niveau européen des stations de ski durant cette période. Selon lui, les pertes pourraient atteindre 2 milliards d'euros si les stations autrichiennes devaient rester fermées. Si l'Union européenne désire vraiment cela, a-t-il prévenu, elle devra payer pour. La ministre du Tourisme a de son côté tenu à rassurer en expliquant que les conditions sanitaires seront strictes pour le ski. Tout le monde attend donc désormais la date de réouverture des stations. Vianney Zorias, France Inter.
Pékin a pris son temps 3 semaines après l'élection présidentielle américaine. Le président chinois Xi Jinping félicite aujourd'hui l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche avec un message toutefois assez clair. Les deux pays doivent éviter tout conflit ou affrontement, dit le président chinois, et s'en tenir au respect mutuel dans un esprit de coopération gagnant-gagnant. 3 décisions du Conseil d'État aujourd'hui. Il déboute les parents de Gironde qui contestaient l'obligation du port du masque pour les enfants dès l'école primaire. Il confirme la dissolution de l'ONG Baraka City et la fermeture de la mosquée de Pantin, fermeture temporaire décidée par le gouvernement. Le dossier Christophe Girard, lui, est clos, en tout cas la partie concernant les accusations de viol révélées cet été par le New York Times. Un Tunisien, à l'époque âgé de 16 ans, disait avoir été abusé par Christophe Girard dans les années 90. Le parquet de Paris donc classe le dossier sans suite. Logique, explique pour sa part son avocate Delphine Meillet au micro d'Audrey Tison. Il se trouve que les faits ne sont pas seulement prescrits, ils ne sont pas constitués. L'enquête s'est penchée sur les faits dénoncés dans le New York Times au mois d'août. Elle a décortiqué ces faits, elle a cherché, comme c'est son rôle, s'il y avait d'autres victimes. Et après 3 mois, donc on peut estimer cela assez rapide, le parquet a estimé qu'il n'y avait aucune, mais vraiment absolument aucun fait qu'on ne peut reprocher à M. Christophe Girard sur ce terrain-là. Christophe Girard vit depuis 3 mois des mois extrêmement difficiles. Il s'est mis en retrait de tous ses mandats. Il y a eu un coup d'arrêt dans sa vie professionnelle et personnelle également parce que c'est très difficile à vivre. Mon client est blanchi grâce à cet avis de classement sans suite qu'on attendait avec impatience et donc nous nous satisfaisons de cette décision. 9 petits mois et puis s'en va. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône est limogé. Emmanuel Barbe est remplacé par Federica Milieri, qui jusque-là était sous-préfète. On ne connaît pas les raisons de ce départ, mais Emmanuel Barbe avait suscité la critique cet été en prenant un arrêté interdisant à Marseille le port du maillot du PSG. Et mi-novembre, il avait déclaré être allé sur des points de vente de drogue. Il n'avait assuré que personne, ni les acheteurs, ni les vendeurs, n'avaient d'attestation. Il est 17h06 sur France Inter. Demain sur France Inter, Squeezie est dans Boomerang. 9h05, Augustin Trapenard. Le vidéaste et youtubeur le plus suivi en France se lance dans la musique. Squeezie, chic. Boomerang, le rendez-vous culture de France Inter. Du lundi au vendredi, à 9h05, évidemment. Est-ce que tout le monde écoute ? C'est par Jupiclass, paraît-il, sur France Inter. Mais tout à fait. Vous avez fait du morse, là ? J'ai pas bien entendu. Non, j'ai tapé du crayon sur le tableau. Ah, d'accord. Il n'y a pas de tableau, mais il faut imaginer. Ah oui, très bien. Vous avez dit Alex Vizorek 2022. Non, j'ai mis ça. Oui. Il met son grain de sel partout, Guillaume Meurice. D'ailleurs, son micro n'était pas ouvert parce qu'on s'est dit normalement de ne pas parler. Quelle erreur. C'est pas son moment. C'est de la censure. On va me faire taire parce que je dérange. Merci Laetitia pour toutes ces informations. Je vous en prie. Ça va nous servir de bonne base pour cette émission. On sent bien, oui. Allons-y. On sent bien, oui. Hier soir, 19h59, devant la télévision de Par-Jupiter. Moi j'ai pris des chips goût bacon. Moi. Oh non, ils mettent de l'animal mort même dans les chips. Bah, allez Manu, j'ai apporté les bières. Ah super, génial. Allez. Super, vite, ça va commencer. Ouais, ça commence. Si c'est le plus fort évidemment, c'est Manu. Du calme quand même. Quel match ça va être là, Macron contre le Covid. Le Covid, on va niquer ta mère. Ah la salopétrière. Tais-toi, ça commence. Françaises, Français, mes chers compatriotes, quand le 28 octobre dernier, je me suis adressé à vous, d'une part, car nos efforts, vos efforts, ont payé. Non mais il a raison là. C'est nous, les Français, champions du monde là quand même. Tous les commerces pourront rouvrir. Les petits commerces, ils pipi. Les activités extrascolaires en plein air seront à nouveau autorisées. C'est pour mon cours de pilates pipi. Il ne s'agira pas à coup sûr de vacances de Noël comme les autres. Aujourd'hui, nous tenons ensemble. Demain, nous vaincrons ensemble. Je me demande, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il a dit exactement en fait ? Je sais pas. Je crois que plus que la manière, l'important c'est les 3 points aujourd'hui. L'équipe était fatiguée, mais collectivement on a su faire la différence contre le Covid. Bon, ok, alors je propose qu'on prenne les choses match après match, parce que la saison va encore être longue. Vive la République et vive la France. Inter.
Bonjour la France Inter et bienvenue au collège de la boutade. Et voici la devise du jour. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Mais à la Sainte-Catherine 2020, tout bois, plus rien du tout. Les bars, ils sont fermés. Excellent. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Depuis que les bars sont fermés, vous lisez encore plus pour nous raconter la suite et la fin du roman d'anticipation d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire. Salut Guillaume. Bonjour les jeunes. Vous êtes le reporter de terrain de cette équipe, un croisement entre Albert Londres et Dora l'exploratrice. Qu'avez-vous ramené dans vos filets? Eh bien les pitchouns, je vais vous parler de Jean-Michel Blanquer et de l'ultra-gauche. Aujourd'hui, j'ai même d'ailleurs rencontré des gens d'ultra-gauche qui m'ont parlé de Jean-Michel Blanquer. Il est un peu nul. Oh là, allez hop. Oh là. Direct. Ah non, Thomas Croisière, bonjour. Bonjour, mais pourquoi il est là, Aldebert? Vous faites découvrir un film à vos enfants qui nous le font redécouvrir ensuite sous un jour nouveau, car c'est un film qui a peut-être bien ou mal vieilli, vous nous le direz, Les Sous-doués de Claude Zidi. Ça devrait plaire à la jeunesse d'aujourd'hui. Mais non, mais vous êtes pas au courant? Et on est dans le futur ici, hein. Et on vient de vous décongeler. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhounacker. Eh bien le reste de l'équipe, je vous présente celle dont la calèche l'a déposée ici pour qu'elle cultive un peu plus les gueux que nous sommes. L'anachronique de la chronique, Clara Dupont-Mono. Bonjour. De quoi va-t-on parler? De comment est-ce qu'on fait un roman au Moyen-Âge. Ah, bah oui. Il est de retour, celui qui a été payé par RTL pour décimer l'équipe d'en face, le cheval de Troie de la Covid, mais surtout le chanteur pour les grands enfants que nous sommes, Monsieur Aldebert. Bonjour Alex, vous m'avez mis à côté de Thomas Croisière. Oui, c'est une volonté. Je vais tenter d'expliquer aux pitchouns aujourd'hui comment se débarrasser des algorithmes. Très bien. Enfin, celle qui va nous apprendre à devenir de grands écrivains. Après la Starac, on a la Balzac. C'est Isabelle Sorante, bonjour. Bonjour Alex, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va creuser un petit peu les ombres et les démons de nos personnages. Très bien. Ajoutez à cela un journal rigolo, des exercices haut niveau, un dessin hyper beau et vous obtenez une émission déglingo. Depuis que vous faites des rimes, elles ont strictement aucun sens, vous le savez ça. Et oui, mais elles riment. J'en avais conscience. Elles riment. Non, mais je voulais être sûre. Non, mais c'est bien. France Inter. Charline Vanhounacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Non, par Jupiclass. Au boulot! Vous vous rappelez quand on s'est reconfiné, qu'on a dû réduire le nombre d'invités, vous vous êtes tous moqués de moi, y compris les auditeurs, oui. Aujourd'hui c'est quoi? Jupidémie, Jupiter, Jupiclass, on comprend plus rien, on est perdu, gna gna gna. Il y a eu ça. Ouais, c'est vrai, vous avez aimé la présentation PowerPoint d'hier soir? Là, c'était clair là peut-être hein. Alors j'espère pour vous, parce que jusqu'au 28 novembre, on reste en Jupidémie. Jusqu'au 15 décembre, ouverture des théâtres, peut-être, on repasse peut-être en Par Jupiter, on ne sait pas encore, on verra bien. C'est parce que moi je note. Voilà. Très bien. Et alors là, le 20 janvier, si les bars et les restos rouvrent, alors là, on ne répond plus de rien. Ah oui. Je le dis tout de suite. Donc une semaine de best-of, je note. C'est ça, où on fait celle du 20 janvier, ça sera en direct d'un bar. Bamboche, je mets bamboche. Voilà. Jupi bamboche, c'est très bien. En attendant, comme les amphis sont toujours fermés, on vous emmène sur les bancs de la fac de lettres. Il y a un petit peu une tendance qu'à café littéraire aujourd'hui dans cette émission. C'est vrai, Juliette s'occupe de la littérature des classiques, Isabelle Sorante, l'atelier d'écriture, et Clara Dupont-Mono, ici, maintenant, tout de suite, avec un aspect plus linguistique. Clara. Oui, parce que comment on écrit un roman au Moyen-Âge? Moi, ça fait partie de genre de questions qui me réveillent le matin. Mais est-ce qu'il y avait... C'est le cas de tous les auditeurs. Voilà. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de différences avec aujourd'hui? Alors déjà, pour... décrire physiquement les personnages, au Moyen-Âge, le vocabulaire n'était pas aussi fourni qu'aujourd'hui. Et c'était normal, puisque à l'époque, notre langue était en train de se construire. Mais imaginez, par exemple, que Juliette soit un personnage de roman. Bon. Oui, facile. Voilà. Imaginez, on est au XIIe siècle. Hein. Ah merde. Mais, la cervoise, on met de la cervoise. Voilà, exactement. L'hydromel, et on veut en faire un personnage de roman. Si on veut la décrire, si on est en 2020, elle est belle. On a plein de mots. On a jolie, mignonne, charmante, belle, sobre, par exemple. Non, mais ça fait quand même 5 mots pour dire la même chose, c'est-à-dire que Juliette Arnaud est plaisante. Belle. C'est ça, voilà, merci Guillaume Meurice. L'ancien français, il n'a pas autant de mots. Mais il est débrouillard. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il puise dans ce qui est autour de lui, c'est-à-dire la nature. Et donc, plutôt que de dire Juliette a un rire de possédé, au hasard, l'ancien français dirait Juliette a un rire de rivière après l'orage.
Sympa. C'est joli. Mais c'est la nature. De la même façon, Visorek a la crinière d'un vieux cheval de trait. La nature, toujours. Donc c'est pour ça que dans Tristan et Iseult, vous lirez jamais Iseult est pâle avec des yeux bleus et des cheveux blonds. Vous lirez toujours Iseult a la peau de neige, les yeux d'azur et la chevelure de blé. Et cette façon d'écrire, en fait, elle en dit long sur comment on pensait au Moyen-Âge. C'est-à-dire, dis-moi comment tu écris, je te dirai qui tu es. Et bien, le Moyen-Âge, en effet, entretenait un lien extrêmement fort avec la nature, beaucoup plus que maintenant. Et par exemple, on pensait que le bois était une matière réellement vivante. Les écrits en parlent comme d'un être qui a ses maladies, ses nœuds, ses montées de sève ou ses humeurs. Et ce lien avec la nature explique aussi que quasiment tous les poèmes d'amour du Moyen-Âge commencent par une description du printemps. Vous avez toujours de l'alouette, des fleurs d'églantine, un petit peu de rossignol. Les prés me semblent verts, vermeils, de même qu'au doux temps de mai, chante Bernard de Ventadour en pensant à Aliénor d'Aquitaine, bien sûr. Moi, ouais. Voilà. Mélange Aliénor, mélange indépassable de Miss Univers et Kamala Harris. Et la nature, bien sûr, elle est toujours décrite en gros plan puisque la perspective n'existe pas, ni en peinture, ni en littérature. Après, s'il faut écrire les sentiments d'un personnage, pas son physique, mais les sentiments, alors là, l'ancien français, il nous bat à plat de couture et il sait manier la nuance, cette exquise subtilité qui fait de nous, les modernes, des lourdeaux. Et par exemple, il existe en ancien français 2 mots pour dire la joie. On dit le joy ou la joya. Et le joy, qui est masculin, c'est très particulièrement cette joie inquiète quand on est amoureux. C'est exactement cette petite griffe qui râpe le cœur en même temps que le cœur explose. C'est vraiment le bonheur douloureux de l'amour. Et bien, ce mot magnifique, nous l'avons perdu. Et de toute façon, dans un roman, un poème, un texte médiéval, vous trouverez toujours un petit peu de subtilité. Vous aurez toujours un symbole. Et je vous donne un dernier exemple. Un des best-sellers de l'époque s'appelait Aucassin et Nicolette. Et c'est un couple qui s'aime, tout ça. C'est un peu le 50 nuances de gris du XIIe siècle, en fait. Et à un moment, Aucassin et Nicolette se demandent qui de l'homme ou de la femme aime le mieux. Et où croyez-vous qu'ils ont cette conversation ? Dans un pré, un verger, sur des créneaux ? Non, ils se parlent par la fente d'une tour. Symbole, symbole. Et en parlant de grivoiserie, puisqu'il s'agit de ça, l'ancien français a mais quantité de mots pour désigner l'acte sexuel. On est sage, nous, en 2020. Il y a le registre guerrier, mon préféré, c'est chevaucher à l'intérieur. Il y a le registre culinaire, il y a embrocher ou percer son tonneau. Ou le registre agricole, qui est le très délicat biner son champ. Mais oui, ils étaient classe. Ouais, il y avait... Non, mais c'est vrai, ils étaient inventifs. Et ceci confirmera, si bien sûr, il y avait encore besoin, à tous ceux qui pensent encore que le Moyen-Âge est bas de plafond, et ben que c'est peut-être nous, en 2020, qui sommes des gros rustres. Oh, Clara Dupont-Mono, quelle bonne idée, cette chronique. Ça m'a donné envie de biner. Je vous propose, chers auditeurs, de rester dans la nature. Surtout. Oui, parce que c'est une émission pour les enfants. C'est la nature. The Turtles, les tortues. Happy Together. C'est nous là en ce moment, on est Joy. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. You and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together.
how they tossed the dice. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Pa 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 pa. Et ouais, c'est Arjupiclass aujourd'hui avec tous les copains. La prochaine chronique à venir, c'est Juliette Arnaud. En attendant, bien sûr, les amis, il y a un journal. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. Le journal de presque 17h17. Mais toc-toc dans ta tête quoi. On commence par les titres. Un couvre-feu va être mis en place de 21h à 7h du matin, sauf les soirs du 24 et 31 décembre. Bonne nouvelle pour les enfants, le Père Noël pourra passer le 24. Et mauvaise nouvelle pour les assureurs, les voitures pourront brûler le 31. Le président a surtout dit que nous devons tout faire pour éviter une troisième vague et un troisième confinement. Et le virus, c'est comme les bronzés, faut absolument éviter le troisième épisode. Et les brèves. Et oui, et c'est la bonne nouvelle, pas de couvre-brève annoncé par le président. Beaucoup annoncé hier. Oui, sachez d'ailleurs que Jean Castex tiendra une conférence de presse jeudi matin pour détailler toutes les annonces d'Emmanuel Macron. Et ouais, ça risque d'être un flop monumental, comme si on sortait en salle un film de Bernard-Henri Lévy juste après le dernier Marvel. Le président qui a notamment décidé que les lieux de culte pourront rouvrir dès samedi avec une limitation à 30 personnes. Voilà, donc plus que 72 heures pour les professionnels de l'humour pour monter une religion qui s'appelle le gaullerisme et pouvoir réunir 30 fidèles dans les lieux de culte que sont les comédie clubs. 30 personnes, même pour des lieux de culte, c'est assez peu. Hein. Oh oui, c'est vrai, à Versailles, ça fait 2 familles. Ouais, on est d'accord. En revanche, les librairies vont rouvrir dès samedi. Oui, alors à ceux qui ont bien gueulé pour la fermeture des librairies, maintenant on vous regarde. Parce que voilà, Guillaume et moi, on a notre compte collection au lit au prix de 12 €. Oh non, mais ça va, là, Alex, l'autopromo, 2 minutes là. Et il y a le livre aussi de Charline, Debout, les damnés de Lubert. Ah, c'est juste, c'est juste. Oui, ça, c'est un très beau cadeau de Noël. Voilà. C'est aux éditions de Noël d'ailleurs. C'est bien foutu quand même la vie. Voilà. Et une dernière chose, Emmanuel Macron n'obligera pas les Français à se faire vacciner. Une tactique plutôt maligne de la part du président. Ah, vous trouvez? Comme les Français adorent faire tout l'inverse de ce qu'on leur demande, ici il y allait en disant je m'en fous, si vous vous vaccinez pas c'est bon. Du coup les Français vont dire bien l'emmerder. Il connaît bien les Gaulois réfractaires. Exactement. Économie maintenant, le groupe Mars a annoncé la suppression de 216 postes en France. Et voilà, 1 mars, et ça repart à Pôle emploi. International, à présent, Donald Trump gracie la dinde. Pour Mélania, dites donc. Non, attendez, j'ai pas fini. La dinde maïs pour Thanksgiving. J'étais à ça de faire une blague misogyne dont j'aurais pas été bien fier, Juliette. Laissez-moi vous le dire. Technologie maintenant, des chercheurs. Ça aurait été gênant. Oui, non, mais c'est pour ça. Heureusement, vous l'avez pas fait. Dis donc, je l'ai même pas vraiment pensé. Mais... Allez. Technologie maintenant, des chercheurs japonais ont inventé une main robotique palliative à la solitude. Les Japonais sont à 2 doigts d'inventer la masturbation artificielle. Dites, ce serait pas une de vos brèves que vous m'auriez refilé là? Si, ça s'est vu. Allez, d'accord. Donc les brèves d'après les brèves. Ouais, voilà. 2 pilotes russes sanctionnés pour avoir dessiné un pénis dans le ciel. Vous connaissez les cumulonimbus? Ils nous ont fait un cumulophallus. Très bien. Et peut-être pour les enfants, parce que c'est Jupiclass pour terminer. Bien sûr, jeu de mots pour Pichoun en arrivage. 3, 2, 1. En République... Il y a de la mise en scène maintenant. D'accord. Petit bruit, si je peux. En République tchèque, un chasseur se fait voler son fusil par un cerf, ce qu'on appelle un cerf-volant. Oh, c'est mignon. Pour les enfants, ça. Parce qu'il a volé le fusil. C'est comme le chat avec les croquettes, comment qu'il a fait? La photo, on voit qu'il a la carabine dans la bouche. Alors ça, les auditeurs qui n'ont pas écouté hier, peut-être pas la... C'était pas hier, mais il y avait une brève où un chat avait mis le feu à ses croquettes. Voilà. Juliette est très très vigilante sur ça tout ce qu'elle dit. Juliette. Même moi qui étais là hier, je m'en souvenais plus. C'est pour te dire, t'as pas écouté. Alors Juliette Arnaud, justement, vous qui êtes la plus destroy des chroniqueuses de classiques littéraires, vous relisez Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, roman d'anticipation paru en 1934.
On en était resté lundi au moment où Bernard Marx, le mâle alpha, qui pendant des vacances au Mexique met la main sur un sauvage et lui propose de le ramener dans un monde nouveau. Et le sauvage de la réserve a d'aussi grosses attentes concernant le monde nouveau que nous avec le monde de janvier ou de février ou de mars ou de la 5Q. Bref, celui où on pourra boire des bières publiquement en écoutant de la musique avec d'autres gens que notre chat. Rien de personnel, Kiki, c'est ma chatte. Mais les conversations sur les croquettes, c'est pas des conversations et puis tu comprends rien au chardonnay. L'origine de la naissance du sauvage, une mère du monde nouveau égarée dans la réserve, l'a mis à l'écart des autres. Et il est convaincu que là, dans le monde nouveau, il va enfin trouver les siens. Bref, délirant de joie, le voilà, il arrive, sous la protection de Bernard Marx, lui-même tout content de devenir populaire grâce à lui. Et nous, lectrices, lecteurs, nous nous mettons à voir le monde nouveau avec les yeux du sauvage. Lui que Shakespeare a éduqué, la tête farcie, donc de poésie, de transcendance et d'élévation, de tragédie, de drame, de l'amour, il ne connaît rien en pratique, ou alors il en connaît tout, puisqu'il connaît par cœur Roméo et Juliette, qui finit dans la paix et le bonheur. On s'en souvient, même si on ne l'a pas lu, on sait, et qu'on pourrait résumer par « Que serait Juliette sans Roméo ?» Réponse vivante. Oh bah alors c'est malin. Oui, Ceux-là qui ne l'avaient pas lu, maintenant il le sait. Donc le sauvage arrive dans le monde nouveau et là il rencontre l'administrateur de l'Europe occidentale que ce taquin d'Aldous appelle Mustapha Meignet. Ça me fait beaucoup rire. Et il lui en rappelle les règles au sauvage donc de ce monde nouveau. Il lui dit les gens sont heureux, ils obtiennent ce qu'ils veulent et ils ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent pas obtenir. Ils sont en sécurité, ils ne sont jamais malades, ils n'ont pas peur de la mort, ils sont dans une sereine ignorance de la passion et de la vieillesse. Ils ne sont encombrés de nul père ni mère, ils n'ont pas d'épouse, pas d'enfants, pas d'amants, au sujet desquels ils pourraient éprouver des émotions violentes. Et voilà l'éternelle question dilemme dont la réponse divise en deux l'humanité. Il s'agit en vérité de choisir entre souffrir et rien. Faites gaffe, c'est comme choisir entre mamie ou les frites, Alex ou Charline. Il n'y a pas de réponse réellement satisfaisante. Le sauvage, lui, il a sa réponse, elle est nette et sans appel. Il dit « Mais je n'en veux pas du confort, je veux Dieu, je veux de la poésie, je veux du danger véritable, je veux de la vérité, je veux de la bonté, je veux du péché. » À quoi Mustapha Meignet de lui restorquer, en somme, vous réclamez le droit d'être malheureux. Et c'est à cet endroit pile qu'Aldous Huxley est malin comme une pie. Nous, lectrices et lecteurs, on ne sait pas, on ne sait plus, on est perdu. Alors on se doute bien que le sauvage voit juste. Mais voyez-vous, on est fatigué. Et l'organisation du monde... Cette organisation du monde-là, où le conditionnement par l'hypnopédie, c'est-à-dire apprendre en dormant, assommé par des voix qui nous répètent des vérités simplettes, et au final, 62 400 répétitions font une vérité, c'est quand même un peu tentant. Je ne vais évidemment pas vous raconter ce qu'il va advenir du sauvage et de Bernard Marx. Je ne vais pas vous expliquer comment ce livre de 1934 résonne douloureusement, au moins autant que 1984, et que s'ils ont l'air, ces deux livres, The Brave New World et 1984, s'ils ont l'air de délivrer des oracles opposés, ce n'est qu'un air. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt réécouter les Doors, qui s'appellent Les Portes, en l'honneur des Portes de la Perception, qui est un autre titre d'Aldous, qui lui-même l'avait emprunté au poète William Blake. Et je vais essayer de comprendre ce que veut dire « This is the end, beautiful friend, the end ». Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud pour Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Merci beaucoup Juliette pour cette lecture. Vous pouvez rattraper le premier épisode en podcast bien sûr si vous avez raté le début. Un vrai mercredi après-midi de Pitchoun, c'est aujourd'hui puisque l'ami de toute la famille est parmi nous. Et oui, Emmanuel Macron a dit hier « Un jeune, une solution ». Lui, sa devise, c'est « Un jeune, une chanson ». Monsieur Aldebert. Bonjour à tous, c'est un secret pour personne, nous sommes surveillés. À l'ère du big data, de l'intelligence artificielle et du machine learning, vous savez, le machine learning, c'est quand les voitures vont nous ramener toutes seules bourrées. Vivement. Alors, elles ne nettoieront pas le vomi du spritz le long de la portière, elles vont pas ramener les bouteilles au tri, mais ça va aider les fins de soirée. Alors, c'est quoi les algorithmes, les pitchouns ? Eh bien, si l'on en croit la définition un peu austère de Google, c'est un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Alors oui,
Évidemment, moi non plus, j'ai rien compris, mais j'ai tenté d'expliquer à mes enfants qui n'étaient pas très réceptifs au départ. Puis, en bon père de famille que je suis, je leur ai promis une brouette des restes de bonbons d'Halloween, un marathon de dessins animés si j'avais leur attention 1 minute. Ah, le sucre et les écrans, c'est une fondation d'une éducation réussie. Les algorithmes sont des petites créatures, genre des mignons, vous savez, les avortons jaunes parfois cyclopéens qui ressemblent à des frites en salopette, et qui ont la même diction que nous quand on se remet à l'espagnol dans une bodega à 4h du mat. Ils sont dissimulés derrière le vitrage de nos écrans et passent leur temps à nous épier, un peu comme mamie qui regarde toute la journée derrière sa fenêtre et qui connaît tous les déplacements des voisins, mamie étant un peu l'algorithme de son pâté de maison. Sauf que parfois, chez moi, dans ma maison, les mignons ne sont pas d'accord. Exemple, je reçois l'autre soir sur ma plateforme de streaming la notification suivante, conseillé à 134% la série Ratched. Ok, on démarre l'épisode 1 avec en haut à gauche, vous savez, l'avertissement suivant. Nudité, violence, drogue, crime. Alors, en effet, au bout de 3 minutes, il y a 10 curés qui sont ouverts à l'Opinel. Un bon divertissement familial de confinement, donc. Mais voici que les mignons de derrière la vitre de mon ordinateur au bureau me proposent, eux, des nouvelles vidéos de chatons rigolos. Alors, attends, vous n'êtes pas cohérents, les gars. Alors, je vous explique. Lison, ma petite dernière de 2 ans, qui vient souvent voir son papa faire semblant de travailler dans son bureau, me demande « Les petits chats, papa ?» Du coup, je partage l'écran afin qu'elle puisse mater quelques minutes des bébés chats qui courent après leur queue et qui se cassent la gueule de la table. Ajoutez à ça mon téléphone qui me dit que la chanson la plus écoutée ce mois-ci, c'est Les Lacs du Connemara. Bravo. Parce que le grand de 7 ans a trouvé mes codes Deezer et kiffe Sardou. Merci Thomas Crozière qui me pollue jusqu'à chez moi. Du coup, bah voilà, c'est le bordel à la réunion de copro des algorithmes la nuit. Au comité de direction, les algorithmes sont assis en rond sur mon historique de navigation qui ressemble à la coupe de cheveux d'un prof d'art plastique. Et là, ça se passe comme ça. Bon les gars, le petit chauve, faut l'arroser avec des vidéos de bébé panda et kiffe. Hein. Et les autres de répondre, attends mais pas du tout Gérard, t'es complètement con. Ils mettent des séries ultra violentes en écoutant des chanteurs de droite. Oh écoute, hein, moi c'est n'importe quoi, j'arrête ce boulot d'algorithme, je rends mon tablier. Et c'est ainsi que j'ai trouvé la solution pour que les algorithmes nous lâchent les converses. Il suffit de faire des enfants. Aldebert, merci. Dans cette salle avec une foule en délire, bien sûr. Ah oui, car nous sommes dans une salle de spectacle qui n'est pas imaginaire. Et on va retrouver Aldebert avec sa guitare. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul. Et j'ai un copain avec moi aujourd'hui. C'est vrai ? Ouais. Quelqu'un que les auditeurs connaissent peut-être ? Ah, je pense, oui. Voilà, on vous laisse faire devant ce public en folie. Salut Frédéric Fromet. Salut Aldebert. Au milieu des réseaux tous azimuts, vous souvenez-vous de ces années-là, quand on mettait 3 ou 4 bonnes minutes pour afficher le 36-15 ULA. Les algorithmes c'était mieux avant. Yeah. Aurait pu nous chanter Francis Cabrel avec sa moustache. Aujourd'hui on se dit les 2 pieds dedans. Mais quel visionnaire ce George Orwell. Tellement on se ressemble. Avec mon ami Google, tellement on vit ensemble, qu'on vit tout seul. Tellement, tellement, tellement Google, tellement, tellement, tellement tout seul. Mais non, t'es pas tout seul, je suis là. Oh, merci Fred. Et nous les citoyens du sans contact, nos téléphones en guise de drapeau. Ah, s'ils pouvaient nous lâcher la grappe. Ah ouais. Moi j'ai l'algorithme dans la peau. Oh, t'as fait un jeu de mots. Qu'il est bon, qu'il est savoureux de pouvoir partager ad libitum. Oh, ça parle en latin, dis donc. Ah ouais, bientôt sur France Culture. Yeah. Ces petits repas en amoureux, en tête à tête avec son iPhone. Tellement on se ressemble. Avec mon ami Google, tellement on vit ensemble, qu'on vit tout seul. Tellement, tellement, tellement Google, tellement, tellement, tellement tout seul. Mais là, t'as vu, on a sans prétention, sans écran, sans mot de passe, c'est ce qu'il faut de collectif. Mais là, t'as vu, on a fait une chanson
avec des grattes en bois et ce qu'il nous reste de tif. Eh oh, parle pour toi. Tellement on se ressemble. Avec mon ami Google, Tellement on vit ensemble. Qu'on vit tout seul. Tellement, tellement, tellement. Google, tellement, tellement, tellement. Ta gueule. Oh, t'as dit un gros mot. Oh, pardon les pitchouns. Aldebert, merci, avec Frédéric Fromet, les deux copains à la guitare de cette émission, pour un par Jupiclass. Merci Aldebert, vous restez avec nous, mais on vous retrouve mercredi prochain, puisque vous êtes là tous les premiers mercredis du mois. Chanson qu'on pourra retrouver sur YouTube. Parce que maintenant, on a des mois d'une semaine, donc. Ok. Excusez-moi, je suis obligé de vous annoncer un truc, les amis. Pour les fans de foot, c'est terrible. Diego Maradona est décédé à l'âge de 60 ans à l'instant d'un arrêt cardiaque. Je suppose qu'on en dira plus dans le journal d'après. En 86, il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. Et en demi-finale, il nous avait battu avec panache, lui. Oui. 2 buts de Maradona. Je vous conseille, si vous l'aimez ou si vous avez envie. Il y a un très très bon film d'Asif Kapadia qui s'appelle Maradona de 2019 sur sa période à Naples. Et c'est très amusant et intéressant. Et donc la main de Dieu l'a récupéré, l'a Voilà. recueilli, Oh là, on c'est dit. Eh oui. Alex, qui pour quand même enjailler notre après-midi malgré cette nouvelle? Alors, il me restait des rimes que j'avais pas mises au début. Sachez que vous avez entendu Aldebert et nos chroniqueuses littéraires. Il reste Sorante et Croisière. Mais avant cela, quelle misère. C'est l'heure de Guillaume Le Trouvert et son micro en bandoulière. Oh, c'est beau. Par Jupiclass, les pitchouns, on va apprendre des choses encore aujourd'hui, notamment sur Jean-Michel Blanquer, votre ministre, qui est à l'Éducation nationale, ce qu'un CRS est au salon du yoga. Jean-Mi, il était fâché que sa réforme du bac ne passe pas bien auprès des lycéens. Alors, il s'est créé un petit syndicat perso, rien que pour lui, un petit peu comme Alex, quand il imprime des photos de lui pour se masturber. Ce syndicat, je sais que vous le faites. Ce syndicat s'appelle... On ne juge pas, c'est une pratique comme une autre. Ce syndicat s'appelle Avenir Lycéen, parce que Jean-Mimi, quand je te vois, j'ai les tétons qui pointent, c'était trop long comme nom de syndicat, bien évidemment. C'est une information qui a été révélée par Mediapart, donc ce sont les pitchouns des journalistes, c'est-à-dire comme Yves Calvi, mais sans la vaseline. Et Jean-Mi, il s'est fâché, il a dit que c'était un coup monté de l'ultra-gauche, carrément. Et alors ça m'intéresse parce que la gauche, on connaît, c'est Che Guevara et Olivier Faure. L'extrême gauche, Mélenchon, Frédéric Fromet. On connaît même l'islamo-gauchisme, Philippe Poutou, Mollah Omar, le couscous. Mais l'ultra-gauche, on a un petit peu de mal à définir ça. Alors j'ai demandé aux Français ce matin, notamment des jeunes qui glandaient, d'ailleurs certainement des jeunes d'ultra-gauche. Franchement, l'ultra-gauche, pour moi, l'ultra-gauche, c'est, à mon avis, c'est un point de vue simple. Pour moi, c'est une partie qui est déjà plus à gauche qu'à gauche, déjà, premièrement. Ouais, ok. Deuxièmement, c'est pas simple. C'est pas simple. Et n'est pas Jean-Mimi qui veut, attention, Jean-Mimi, il sait trouver les bons mots. Rappelons que c'est lui qui a la responsabilité d'éduquer les gamins, Jean-Michel Blanquer, quand même. Je pense que Macron, il avait le choix entre lui et Morandini, donc on s'en sort quand même plutôt pas mal. Alors, c'est pas la question c'est qu'est-ce que l'ultra-gauche ? Des emmerdeurs, voilà, c'est tout. Mais alors, qu'est-ce que ça serait comme emmerdeur, l'ultra-gauche ? Ils sont tout le temps en train de fouiller des choses, etc., juste pour embêter le gouvernement, c'est tout. Ils ont raison, en un sens, mais c'est des emmerdeurs quand même. Voilà, c'est des emmerdeurs qui ont raison. C'est certainement ça qu'il n'aime pas, d'ailleurs, Jean-Mimi, parce que des emmerdeurs qui ont tort, on en connaît. Nous, on a Clara Dupont-Mono, par exemple, dans l'équipe. Elle dit, trop de féministes, il y a trop de végétariens, il y a trop de charges sur les entreprises. Donc voilà, on connaît Clara Dupont. C'est vrai. C'est de la calomnie absolue. C'est vrai qu'il y en a un des trois qui n'est pas vrai. On vous appelle Clara Dupont-Médef. Il n'y a pas de hasard à un moment donné. Donc, on est sur une piste, l'ultra-gauche. Continuons quand même avec un homme d'expérience. En 68, j'avais 17 ans, j'étais un peu paumé. J'ai commencé à manifester à gauche. Barricade, machin, truc bidule. Ouais. Mais comme je me cherchais beaucoup, la semaine d'après, je me suis dit, je vais aller tâter un peu de l'autre côté. Je suis allé manifester avec l'ultra-droite. Vous êtes un ultra-centriste aujourd'hui. J'étais déjà berrouesque. Ouh là là, attention, un ultra-Bayrou. Alors ça, c'est l'ultra-centre. Ça, faites gaffe avec ça. C'est un coup à vous claquer au niveau des adducteurs. C'est un coup à finir à La République En Marche. Ça, j'ai pas besoin d'expliquer aux pitchouns La République En Marche parce qu'ils ont des Playmobil. Donc ils savent bien ce que c'est. Ils savent bien ce que c'est un député LREM. D'ailleurs, si vous mélangez la boîte police et la boîte Barbie cherche un logement, vous pouvez jouer à Gérald Darmanin. Petit conseil que je vous donne, les pitchouns au passage. Mais ça répond pas à la question. Qu'est-ce que l'ultra-gauche ?
Ça serait une gauche très gauche, quoi, très programme commun. Mais plus à gauche que l'extrême gauche ? Non, une vraie gauche. Une gauche, des gens de gauche, quoi. Une gauche unie, une vraie gauche. C'est ultra naïf. Ouais, j'ai l'impression que c'est ultra naïf. Ouais, j'ai l'impression que là, l'union de la gauche, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre d'accord des gens de gauche. Ça, c'est pareil, le faites pas chez vous, c'est un truc de professionnel. Le dernier qui a essayé, c'est Jospin. Il a disparu, hein. C'est un peu le Xavier Dupont de Ligonnès de Solferino. Plus de nouvelles, donc faites gaffe. Alors, les enfants, mon enquête piétine un petit peu, mais quand mon enquête piétine, je sais que je peux toujours aller voir Roger. Roger, en ce moment, je le croise tous les mercredis. Alors là, je vais dire, je vais en profiter. Ça pourrait être l'oncle d'Edith, l'esthéticienne, mais un oncle de droite. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je sens que voilà, Roger, il a des trucs à me dire. J'ai été le voir, il a un avis sur l'époque et donc sur l'ultra-gauche. Écoute, l'ultra-gauche, c'est les gens, déjà d'une, qui ne pensent qu'à se mettre sa merde. L'ultra-gauche, c'est ça ? Sa merde, c'est-à-dire foutre le bordel partout. Ah oui ? Et surtout, ils sont allergiques au travail. Hein. L'ultra-gauche, je te dis ce que je pense. L'autre enfoiré de Mitterrand comme Georges Marchais, et on n'a plus rien. Voilà l'extrême gauche. Ça, c'est l'extrême gauche, mais l'ultra-gauche, ça serait quoi ? Oh, c'est son cousin. Hein. Il y en a qui est à côté du lit, l'autre de l'autre. Oh là, des cousins qui couchent ensemble. C'est un peu le point commun entre la gauche et Christine Boutin. Vous voyez, vous n'avez pas menti sur Roger. Hein. J'imagine que les mecs qui bossent à la rédac de CNews et qui nous écoutent, là, ils vont m'appeler pour avoir le contact. Je vais finir chasseur de tête pour l'heure des pros avec ces conneries. Allez, il est temps de conclure, les enfants. Avec Roger, les bons tuyaux, maintenant que je l'ai sous la main, il a des problèmes avec EDF. Je n'ai rien contre les gars d'EDF, mais ils sont un peu allergiques au boulot. Ils sont tous partis de la CGT. Que sa femme, le gars d'EDF, quand elle accouche, il touche un mois de salaire. C'est notre argent. La CGT, c'est l'ultra-gauche ou pas alors ? On voit ses cousins germains. Putain, ils se bouffent pas le cul. Hein. Oh, attention, Roger, c'est par Juppie classe. Là, c'est Juppie et Juppie pas très classe, j'ai l'impression, Roger. Bon, je sais pas si j'ai bien fait avancer nos affaires. En tout cas, il y en a un qui a une belle affaire. C'est Jean-Michel Blanquer qui a ultra chaud au cul. Guillaume Meurice, merci beaucoup pour ce nouveau reportage, cette investigation. Sur Twitter, il y a Isaac Gambé qui nous dit « Je possède un bar à vin avec des bières belges aussi à Besançon ». Peut-être chez vous, ça, Aldebert. Oh oui, j'ai déjà dû le rencontrer, je crois. Il dit « Je vous accueille la semaine du 20-21 janvier avec un immense plaisir. » Cool. Voilà, les amis, il n'y a pas que la bière dans la vie, il y a les exercices aussi. Il y a les exercices, évidemment. Alors, les magasins vont pouvoir ouvrir samedi à condition de réserver 8 mètres carrés de surface pour chaque client. Alors, petit exercice de mathématiques, hein, les enfants qui accompagnent un adulte ne sont pas comptés comme des clients, ça c'est important de le savoir. Sachant qu'il y a une boutique en bas de la maison de la radio qui vend l'intégrale de Michel Sardou pour Thomas Croisière et ses enfants. Attention, il y avait une info dans le... Voilà. Du chardonnay pour Juliette, des ceintures de chasteté pour Clara et les highlights de Rocco Siffredi, comprenant notamment, et c'était le très très bon duo là, avec Rika Sunatori, il y en a un très très bon avec Jessica Falcon, et il y en a un autre avec Robert Walterino. Alex, là, je pense qu'on a compris. Enfin, voilà, vraiment, ils ont tout, quoi. C'est important ça. Quelle surface devra faire le magasin pour accueillir Thomas, Juliette, Clara et moi-même en même temps dans la boutique, et surtout n'oubliez pas de vous munir de votre attestation, bien entendu, de votre calculatrice afin de calculer si vous pouvez entrer dans le magasin. Oui, Charlie, c'est pas faux. Alors, autre exercice, Danone a annoncé la suppression de 1500 à 2000 postes, dont 400 licenciements en France. Alors, à votre avis, quel est l'objectif poursuivi par Danone ? Petit A, permettre à 400 salariés de profiter enfin d'avoir du temps en famille. Petit B, sauver l'entreprise, car en consommant moins de plastique, les gens préfèrent sauver les dauphins plutôt que de sauver une entreprise qui les nourrit et les accompagne depuis l'enfance. Petit C, dégager une marge opérationnelle de 15 à 20% pour rassurer les actionnaires. Petit D, lutter contre l'islam radical. Ça n'a rien à voir, mais ça peut faire diversion. Guillaume. À partir de samedi, les déplacements autorisés seront étendus à 20 km. Alors, parmi les choses suivantes, lesquelles sont à moins de 20 km de distance ? Réponse A, l'Élysée et le siège du MEDEF. Soufflez pas, Clara. Réponse B, Manuel Valls et la prostate d'Emmanuel Macron. Réponse C, Alex Vizorek et l'EHPAD des Mimosas. Réponse D, les mains de Darius Rochebain et le corps d'un jeune stagiaire de la RTS. Plusieurs réponses sont possibles. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des réponses subjectives aussi. Oui, il y a de tout, là, vraiment. C'est pour les pitchouns. Le café littéraire de ce par Jupiclass reste ouvert, les amis. C'est une nouvelle séquence de cette émission à laquelle les auditeurs participent avec un atelier d'écriture. 3e volet
relais de ces masterclass. Comment devenir Ernest Hemingway sans s'ingurgiter 2 litres de Bourbon et devoir adopter 15 chats par Isabelle Serrante. Oui, Alex, Charline. Alors aujourd'hui, on va continuer à apprivoiser nos personnages. Un personnage, vous avez peut-être commencé à le remarquer, a des désirs. Et ce sont ces désirs contrariés, exaucés, excessifs, parfois criminels, qui vont être le moteur de l'action. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Comment va-t-il l'obtenir ou le perdre? Pourquoi c'est si important? Alors, exemple, dans Mud Woman de Joyce Carol Oates, l'héroïne Meredith dirige une université. Être apprécié, être aimé, être reconnu par ses pairs, c'est son désir le plus cher. C'est très important pour elle, mais les choses vont déraper. Autre exemple, Le Turbo de Günter Grass. Le narrateur s'apprête à être père. À cette occasion, il veut faire mémoire de sa vie amoureuse. C'est son désir, mais cette mémoire va l'entraîner beaucoup plus loin que prévu. Quand on dit qu'un personnage se transforme, ce n'est pas forcément qu'il se passe beaucoup de choses autour de lui. Vous n'êtes pas obligé de situer votre roman pendant la guerre, par exemple. Mais ce qui fait la profondeur, un peu comme le clair-obscur dans un tableau du Caravage, Alex, ce qui fait la profondeur de champ, c'est de donner à votre personnage, en plus de son désir, un contour noir de préférence, une ombre, une faille, un secret, une malédiction, quelque chose qui pèse sur lui ou sur elle, un démon dont le personnage n'est pas conscient mais que son désir va réveiller. Par exemple, Meredith, l'héroïne de Mud Woman, est en réalité une ancienne enfant martyre que sa mère avait laissée pour morte dans les marais. Alors, au moment où elle commence à avoir du succès, où son désir... Je suis inquiète parce que Thomas Croisière... Tu dors pas. Oui, vous fermez les yeux, Thomas, depuis 2 minutes et on se demande si vous êtes vivant. Alors, tu visualises. Alors, au moment où elle commence à avoir du succès, où son désir de reconnaissance se réalise, sa carapace de survivante commence à se fissurer, son enfance violente remonte à la surface et elle va plonger dans une sorte de cauchemar. Dans Le Turbo, c'est autre chose. Le narrateur va finir par se souvenir de toutes ses vies antérieures, depuis le néolithique jusqu'aux années 70, et de toutes ces histoires d'amour tragicomiques avec des femmes dominatrices. Donc, le désir du personnage, c'est le moteur de l'histoire. C'est ce dont il est conscient, mais le désir ne suffit pas. Pour que le personnage se transforme pour de bon, il faut un obstacle dont il ne soit pas conscient, une malédiction, un secret, quelque chose dont il ne peut pas mesurer l'ampleur. Ça peut être une malédiction psychologique, mais ça peut aussi être une situation, un événement extérieur qui bouleverse toutes ses valeurs morales. Si nous prenons notre propre exemple, si nous étions des personnages, nous avons nos désirs, nos petites vies, l'histoire qu'on a envie de construire, et puis nous avons notre malédiction commune. Nous vivons sur une terre qui se réchauffe dangereusement et où de plus en plus d'espèces animales sont en train de mourir, et nous n'avons pas tout à fait conscience de ce que ça veut dire. Quand on écoute Clara, on voit bien que nos métaphores s'appauvrissent, nos métaphores par rapport à la nature, par rapport aux auteurs du Moyen-Âge. Nous ne pouvons même pas imaginer vraiment ce que ça veut dire. Donc comment on réagit à ça en vérité? Comment ça travaille notre imaginaire? La différence entre les personnages de fiction et nous, c'est que les personnages de fiction, ils ne peuvent absolument pas fuir les questions éthiques. Ils sont obligés de les affronter. Ils se les prennent en pleine gueule, directement. C'est une différence fondamentale qui fait que nous envions l'intensité de leur vie quand on lit un roman et qui fait aussi la cruauté et la beauté de la fiction. Peut-être que nous créons des personnages justement pour ça, pour affronter à travers eux les questions les plus dangereuses et fatales de l'existence. Pour le prochain atelier, vous pouvez donc réfléchir au dilemme, au choix moral auquel vos personnages vont être confrontés, et on en parle la semaine prochaine. Très bien, Isabelle Serrante. Donc je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent prendre le train en route et participer à ce 3e volet de l'atelier en écrivant à parjupiter@radiofrance.com. C'est notre stagiaire Camille Aimé qui, avec vous, fait la sélection. Isabelle Serrante, pour les 2 premiers épisodes, le 2e épisode, qu'est-ce que vous avez reçu et qu'est-ce qui vous a séduit? Alors, avec Camille, que je remercie pour son travail aussi de sélection, on a beaucoup aimé plusieurs textes, et notamment 2, un d'Olivier qui raconte un homme qui prête serment, qui devient policier dans les années 20 et qui, au moment où il y a la cérémonie où il devient policier, se rappelle de ses traumatismes d'enfance et de ce qu'il a mené là. Donc c'est quelque chose de très très bien écrit, de très prometteur. On a aussi une auteure qui s'appelle Assia et qui commence à créer un personnage de femme qui a des pouvoirs un peu magiques et qui quitte sa famille
pour aller vivre dans la maison de sa grand-mère, visiblement dans le désert avec son petit garçon. Et voilà, on tient à encourager ce qui commence à naître et on va essayer de répondre personnellement aux auditeurs pour les aider. Enfin, peut-être pas à tout le monde, mais Bien en sûr. tout cas, voilà. D'accord. Donc eux peuvent évidemment continuer avec et vous écrire pour le fameux choix moral du personnage, mais les autres auditeurs aussi. Absolument. N'hésitez pas, même si vous n'avez pas participé au début. Absolument, c'est pas grave du tout. On peut Moi, j'ai attraper le participé, train. je voulais voir si c'était bien. Oui. Mon personnage, c'est un jeune présentateur de radio qui a du succès. Et il reçoit une très belle offre de Europe 1, c'est une autre radio. Oui. Quel est vraiment les possibilités quoi. C'est romanesque. Hein. Voilà, Il y a un choix moral. Il y a un choix moral, d'accord. Un conflit éthique. Oui, mais c'est une belle offre. Enfin, c'est un personnage, ça n'arrive pas. Vraiment, mais là, on n'est pas loin de la science-fiction, j'ai l'impression. Bah, écoutez, moi je vais écrire la suite. Il y a une uchronie, je crois. Il a des parts d'ombre aussi, ce personnage. Il veut coucher avec sa mère. Enfin, il y a des choses. Il a des démons. Alimenté par Jupiter@radiofrance.com. N'hésitez pas et Isabelle reviendra et on poursuit cet atelier d'écriture bien sûr. Allez, musique. Je viens te rejoindre, je viens m'asseoir sur tes bancs et respirer le vent ici. La vie est calme, les anges me caressent et je fume dans les rues sans le stress, un peu comme à l'ancienne, loin de mes problèmes. Là où on vient, juste sentir la chaleur et sentir la douceur du vent des montagnes. Sweet Colorado, la radio joue un morceau de cowboy. Sweet Georgia Boing dans les cheveux, je fume une cigarette, papier maïs. Au coin de la 6e, je viens du nord pour rejoindre l'ouest. Je pose mes valises chez Lizzie, à Denver City, c'est là que le train me laisse. Colorado, c'était La Femme sur France Inter dans Par Jupiclass. Thomas Croisière, rouvrez les yeux, car venez, on va s'installer sur le canapé entre Alfred, Gaston et leur daron. Il y a les papas gâteaux, il y a les papas cinéma, c'est vous. Et pour lire la chronique, il faut les yeux grands ouverts. Allez, c'est parti.
Reconfiné avec mes 2 cancres scolarisés, je leur propose parfois la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Les Soudoués de Claude Zidi. Taulier de la comédie à la française, puisque des bidasses en folie au Ripou 3, en passant par L'aile ou la cuisse et Astérix et Obélix contre César, il réunit plus de 80 millions de spectateurs en 30 ans de carrière. Il fut même copié par James Titanic Cameron, puisque la totale avec Thierry Lhermitte devint True Lies avec Arnold Schwarzenegger. Alors en fait, les Soudoués, c'est une bande qui essaye de jamais passer le bac. On a un grand poil dans la main. Parce qu'on se fout du lendemain. Et pour ça, le top, c'est le cours Louis XIV et son taux de 100% de recalés pour la plus grande joie de Julien, Caro, Jeanne et ses amants, Gaëtan et ses mobs, Graffiti et les mobs de Gaëtan, et puis Bébel, interprété tout comme la chanson du générique par Daniel Auteuil, dont c'est le premier rôle, et bien malin celui qui aurait pu prédire ses 2 Césars et son prix à Cannes. Mais en fait, il y a une bombe qui explose dans l'école. Alors, ils doivent passer le bac ou c'est la prison. Pour la plus grande joie de Michel Galabru, qui, tel l'agent Lontarin avec la gaffe, essaye depuis toujours de coincer ces petits cons. La directrice, elle a dit, s'ils doivent passer le bac, ils le passeront leur bac, hein. Et vous verrez, hein. Alors, elle leur installe dans la classe la machine à apprendre. Maria Pacôme s'étant rendu compte que les cours de son mari Léon et de sa fille Catherine, interprétée par Tony Marshall disparu en mars, ne suffisaient pas. Et ça fonctionne comment, une machine à apprendre ? Cette machine, elle pose des questions, on entre, elle pose des questions, on est scotché à un siège, et après, si on a faux, elle nous donne des claques et des coups de poing, si on a bon, elle nous donne une sucette. Elle-même mériterait des coups de poing, car contrairement à ce qu'elle dit dans le film, l'ONU n'a pas été créée en 1942, mais en 1945. J'ai bien aimé, c'était très drôle. Je vous conseille à 99%, ou même peut-être 100%. 40 ans plus tard, ça plaît toujours, car comme le dit Zidi, je pense qu'il continue de marcher parce qu'il y a une nouvelle génération de bacheliers chaque année. Ça renouvelle la clientèle. J'adore le moment du bac parce qu'il y a plein de modes de tricherie. Et j'aime bien aussi où il y a le père qui a le stylo qui écrit la même chose que son fils, quoi. Il écrit et son fils ça fait les mêmes mouvements. Et en fait, il essaye de chasser une mouche avec son stylo et là, il fait... Et bref, désolé. Moi, ce sont les tam-tams du père de Togo que je préfère. Zidi, pour ses tricheries, s'est inspiré de vraies histoires et en particulier d'une amie de ses filles qui avait écrit des anti-sèches sur ses cuisses. Je trouve que c'est un peu gonflé d'écrire sur les fesses de son bébé. Voilà, c'est tout. C'est vrai que c'est un peu bizarre d'écrire sur les fesses de son bébé pour gagner le bac. Le bébé, c'est la fille de Jeanne qui leur permet de se retrouver 10 ans plus tard. T'as pas changé? Qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. Oui, Gaston? Et en fait, c'est de là que j'ai eu l'idée de faire ma liste de Noël parce qu'à un moment, ils ont des avions télécommandés que j'aimerais bien avoir. Tu ne veux pas plutôt que je t'offre le coffret DVD des Soudoués, car ces 4 millions d'entrées donnèrent naissance aux Soudoués en vacances avec Guy Marchand et son Destiné. On était tous les deux destinés à voir nos destinées. Allez, vive le cinéma! Vive le cinéma! Thomas Croisière et nos pitchouns adorés, Alfred et Gaston qu'on embrasse très fort. Je vous soupçonne, Thomas, d'avoir fait cette chronique juste pour chanter un petit bout de Destiné. Vous me connaissez? Oui, bien sûr, je vous connais, mais Vous êtes réveillés. Allez, on passe au dessin, les amis, pour terminer cette émission. Vous savez que lundi s'est ouvert un procès très médiatique qui a ensuite été interrompu, mais qui va reprendre rapidement, car l'un des accusés est un ancien président de la République. Vous savez aussi que le dessin tient une place importante dans les procès, mais aussi en amont, dans les enquêtes, où la précision du trait est plus importante que la créativité. Alors on propose de t'essayer à cette technique du dessin judiciaire. Attention, dessine le portrait robot de Paul Bismuth. Bien sûr, et tu le postes sur Twitter, #parjupiclass, et puis on met les plus jolis dessins sur notre page Facebook, bien sûr. Merci beaucoup, les amis. Merci Clara Dupont-Mono, Isabelle Sorante, Juliette Arnaud. Merci Aldebert, merci Thomas Croisière, Guillaume Meurice, Alex, Frédéric Fromet qui a chanté en duo avec Aldebert. On se retrouve demain, bien sûr, avec un invité, l'écrivain Miguel Bonnefoy, auteur vénézuélien qui place l'action de son roman
au Chili. Buona Chile. Buenas noches. Tu parles espagnol? Un poquito. Et tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Chez BNP Paribas, nous savons qu'on est plus fort quand on est bien accompagné. C'est pourquoi notre priorité est d'être à vos côtés.